Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous que nous rejoignez dans ce 20h. Succession du pape François. L'Afrique attend-il le premier pape noir? Des cardinaux africains sont pressentis. Peter Turkson du Ghana, Robert Sarah de la Guinée et Fridolin Ambago de la République démocratique du Congo sont cités. L'élection d'un nouveau pape est caractérisée par le vote secret des cardinaux, un vote qui peut avoir son lot de surprises. Accident de la circulation, l'affluence des gros porteurs cause des accidents mortels. Les mesures mises en place par le gouvernement ne sont pas tout le temps appliquées. Une négligence de la part des conducteurs. Rappel dans ce journal de l'arrêté interdisant la circulation des camions durant les heures de pointe. En politique, Thierno Alassane Sall critique l'action gouvernementale. Le projet de PASTEF n'est qu'une illusion selon le leader de la coalition Sénégal Kessé. Aucune initiative pour améliorer le quotidien des Sénégalais depuis l'installation du nouveau régime. Le député a fait face à la presse cet après-midi. Vous l'entendrez en cours d'édition. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours d'actualité le décès du pape François. Son remplaçant doit être élu à l'occasion d'un conclave très secret des cardinaux. 3 Africains ressortent comme possibles successeurs du souverain pontife. Il s'agit des cardinaux Peter Turkson du Ghana, Robert Sarah de la Guinée, Fridolin Ambago de la République démocratique du Congo. Moussa Mané nous dresse leur portrait. Regardez. C'est en Afrique que la population catholique croît le plus rapidement au monde, représentant plus de la moitié de l'augmentation globale. Les chiffres les plus récents du Vatican montrent qu'en 2022, près de 20% des catholiques du monde vivaient sur le continent. Cela représente une croissance de 0,32% par rapport à l'année précédente, la plus forte de toutes les régions. Le nombre de catholiques a chuté de plus de 63% selon le centre de recherche Pew Research Centers basé aux États-Unis. La région, autrefois considérée comme le cœur du christianisme, est devenue l'une des plus laïques au monde. Mais depuis hier, des noms circulent sur la possibilité de succéder au pape François, parmi lesquels des cardinaux africains de nationalité guinéenne, congolaise ou encore ghanéenne. Ainsi, parmi les cardinaux en lice, l'on mentionne l'Africain Robert Sarah, né le 15 juin 1945 dans la région de Boké, Nord-Guinée. Il a été archevêque de Conakry de 1979 à 2001. Il est créé cardinal par Benoît XVI en 2010. Le 23 novembre 2014, le pape le nomme préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Selon plusieurs spécialistes africains, Robert Sarah se distingue pour ses positions conservatrices, notamment sur l'homosexualité et l'immigration. Peter Turkson, archevêque du Ghana, et Fridolin Ambago, archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, figurent comme les favoris. Turkson, âgé de 76 ans, a longtemps été un candidat potentiel pour devenir le premier pape noir. Son parcours, marqué par son engagement sur des questions économiques mondiales et son influence sur le développement du continent africain, en a fait une figure clé du Vatican. Quant à Ambago, âgé de 65 ans, son action militante pour la paix et la démocratie en République démocratique du Congo lui confère une notoriété croissante au sein de l'Église, notamment grâce à ses positions fermes sur les questions sociales et politiques en Afrique. L'ascension de l'un de ces cardinaux africains serait un événement marquant non seulement pour l'Église, mais aussi pour le continent africain, avec un nombre croissant de catholiques africains. La désignation d'un pape issu du continent pourrait renforcer l'influence de l'Église sur le continent et la scène internationale. Le Saint-Père avait été élu au Saint-Siège en 2013 après la démission du pape Benoît XVI. Ce dernier avait renoncé de son plein gré à sa charge pontificale à cause de l'avancement de son âge. Son règne a été émaillé de plusieurs polémiques, notamment sur la pédophilie. Maman de Kanté nous en parle. Le 13 mars 2013, une fumée blanche s'est échappée de la chapelle de Sixtine, annonçant ainsi l'élection d'un nouveau pape. Le cardinal argentin Giorgio Mario Bergoglio, qui a décidé de porter le nom de pape François, succède ainsi au pape Benoît XVI après avoir quitté de son vivant le Saint-Siège. Je veux que vous priez Dieu de me bénir. Après 8 ans de pontificat, Benoît XVI avait annoncé sa démission. J'ai décidé de renoncer au ministère que le Seigneur m'a confié depuis le 19 avril 2005. Depuis lors, l'image d'un pape faisant des adieux aux cardinaux puis quittant le Vatican à bord d'un hélicoptère
et entrer dans l'histoire. Jamais depuis le Moyen-Âge, un souverain pontife n'avait démissionné. Benoît XVI fut le premier. Le Seigneur m'a appelé à monter sur la montagne, à me dédier encore plus à la prière et à la méditation. Mais ceci ne signifie pas abandonner l'Église. Le pape, qui avait 85 ans à l'époque, était parvenu à la certitude que ses forces, en raison de l'avancement de son âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministre Pétrignan. Durant son règne, il s'était employé à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur Jean-Paul II, à travers ses rencontres avec la jeunesse et en œuvrant pour le dialogue entre les religions, parfois avec succès, parfois sans. Le règne du 265e souverain de l'Église catholique a été aussi marqué par des polémiques, et ce, dès le début de son pontificat. Nommé à la tête de la congrégation de la foi pour être le garant des doctrines et valeurs catholiques avant d'être pape, il a été accusé par plus d'un d'avoir été très passif pour faire cesser les abus de pédophilie. Des accusations qu'il a toujours niées. Quelques années après son retrait, son état de santé n'était pas des meilleurs. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît XVI. Le 5 janvier 2023, Joseph Ratzinger reçoit les derniers hommages des fidèles après sa disparition. Son successeur, pape François, prononce ainsi l'homélie. Par des cardinaux lors d'un conclave. L'élection a lieu entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape, qui sont les électeurs du nouveau souverain pontife. Comment se déroule le scrutin? Élément de réponse dans ce récit signé Kader Sissé. Le pape François a rejoint le Père ce lundi 22 avril 2025, mais la vie de l'Église catholique, elle, se poursuit sous la houlette de ses 252 cardinaux installés partout dans le monde. Parmi ces cardinaux, 135 constituent le corps des cardinaux électeurs et 117 sont des cardinaux non votants. Un cardinal conserve son droit de vote jusqu'à l'âge de 80 ans, après quoi il ne peut plus participer à l'élection papale qui se tient à huis clos. Sur ces 135 cardinaux électeurs actuels, 108 ont été nommés par le pape François, représentant ainsi 79,6% du collège cardinalice, 22 par le pape Benoît XVI, soit 16,8%, et 5 par pape Jean-Paul II, soit 3,6%. Les cardinaux électeurs en fonction ont une moyenne d'âge de 69,8 ans. Parmi eux, 15 cardinaux ont 79 ans et perdront donc leur droit de vote le jour de leur 80e anniversaire. Selon les règles établies par l'Église catholique, les cardinaux électeurs qui viendront de 71 pays seront en conclave le 16e jour après la mort du pape. En attendant, le cardinal irlando-américain Kevin Joseph Farrell, camerlingue du Vatican, assure l'intérim conformément au droit canonique. Âgé de 77 ans, il préside depuis janvier 2024 la Cour suprême de l'État de la Cité du Vatican. Il est chargé donc d'organiser les funérailles et de préparer le conclave pour élire le nouveau souverain pontife. Affectueusement surnommé pèlerin de la paix, pape François était un défenseur des personnes opprimées, de l'homosexualité au racisme, en passant par la cause africaine. Le 266e souverain pontife aura soulevé des montagnes pour défendre l'honorabilité de la race humaine. Un souverain pontife d'exception, tel était qualifié le pape François. Le successeur de Benoît XVI a mené toutes les batailles, dont les moins évidentes, pour l'honorabilité de la race humaine. En janvier 2023, il a surpris plus d'un en déclarant dans une interview à l'Associated Press qu'être homosexuel n'était pas un crime, tout en approuvant les bénédictions pour les couples de même sexe. Une première pour un chef du Vatican. La criminalisation de l'homosexualité est un problème que l'on ne doit pas laisser passer. C'est injuste. Les personnes de tendance homosexuelle sont des enfants de Dieu. Humble, engagé et proche du peuple, François a drastiquement changé le visage de la papauté, avec un mot qu'il ne cesse de placer à chaque sortie, la paix. Celui-ci lui a d'ailleurs valu le surnom de pèlerin de la paix. Chers amis,
Nous ne pouvons pas tolérer ou fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d'exclusion et prétendre défendre le caractère sacré de la vie humaine. Tout au long de son pontificat, le pape François s'est mué en fervent défenseur de l'Afrique. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Preuve patente de son engagement aux côtés de l'Afrique, le pape avait en janvier 2024 foulé le sol de la République démocratique du Congo. Visite historique d'un souverain pontife après celle de Jean-Paul II, 38 ans auparavant. Omar Thiam, nous refermons cette page sur le déchet du Saint-Père et nous nous intéressons également à la circulation des véhicules lourds. Ces gros porteurs sont souvent impliqués dans des accidents mortels et dans la destruction des infrastructures routières comme les passerelles. Et depuis des années, l'État se démène pour faire appliquer la réglementation. En 2020, le gouvernement avait publié un arrêté interdisant la circulation des camions durant les heures de pointe, mais cette mesure n'est applicable que sur la route nationale, n'est-ce pas, Djababaya? La scène est digne d'un film d'action. Une course-poursuite entre deux camions sur l'autoroute à péage à hauteur de Thiaroye-Chips. L'un des poids lourds a fini par se renverser sur la glissière après avoir heurté un obstacle. L'autre camionneur a pris la fuite. La vidéo filmée par un automobiliste qui était derrière les deux gros porteurs a été utile à l'enquête. Le chauffeur du camion immatriculé TH6085E a été alpagué quelques heures plus tard au port autonome de Dakar, précisément au Môle 1. De l'avis du secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, le responsable de l'accident doit être poursuivi pour crime. Ce conducteur de camion, ce qu'il a fait n'est pas une infraction. Il a commis un crime. Son intention était de tuer une personne. L'accident a remis au goût du jour la lancinante problématique de la sécurité routière et l'indiscipline notoire sur les routes. Pourtant, le gouvernement a pris pas mal d'initiatives pour réglementer la circulation de ces gros porteurs. À Dakar, par exemple, depuis 2020, sur arrêté numéro 099 GRD-AA du gouverneur portant réglementation des horaires de circulation des véhicules routiers, la circulation des véhicules lourds est interdite aux heures de pointe. En ce qui concerne l'arrêté du gouverneur de Dakar, la circulation des gros porteurs sur Dakar est interdite de 6 h du matin à 10 h. Mais ceux qui passent sur l'autoroute à péage ne font l'objet d'aucun contrôle, car l'autoroute est du domaine du privé. Concernant toujours la réglementation, il y a aussi le règlement numéro 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport. Certains respectent le règlement de l'UEMOA, tandis que d'autres ne s'y plient pas. C'est la raison pour laquelle on sanctionne souvent des conducteurs de gros porteurs au niveau du site de pesage. Et ils paient cher quand ils dépassent les normes requises. Les gros porteurs sont souvent impliqués dans des accidents mortels et surtout dans la destruction des infrastructures routières telles que les passerelles. Je vous l'annonce en titre, Thierno Alassane Sall, leader de la coalition Sénégal-Kéché, a fait face à la presse cet après-midi pour revenir sur des questions d'actualité. Selon le député non inscrit, depuis l'installation du nouveau régime, il n'y a aucune action prise pour améliorer le quotidien des Sénégalais. Le projet, à son avis, n'est qu'une illusion. Ousmane Ba. L'économie est quasiment à l'arrêt. Thierno Alassane Sall impute ainsi la situation délicate de l'économie du pays aux nouvelles autorités. Car selon lui, depuis leur installation, aucun secteur d'activité n'a pris son envol. Il en veut pour preuve plusieurs exemples. Le secteur de la pêche vit des difficultés incommensurables. La brèche de Saint-Louis a englouti près de 40 vies en un an. Les entreprises de BPP sont presque à l'état de léthargie. Les chiffres d'affaires des cimenteries ont baissé de 25%. Autre situation qui le conforte dans son argumentaire, c'est la cherté du carburant au Sénégal. Au Mali, l'essence coûte 775 à Bamako. À Ouagadougou, c'est un peu autour de 650.
Au Sénégal, des pays enclavés en guerre, au Sénégal, c'est 990, plus de 200 francs. On sait que depuis un an, le cours du baril a chuté de plus de 20%. Il y a longtemps que le prix de l'électricité, il y a longtemps que le prix du pétrole à la pompe aurait dû baisser drastiquement. Pour ce qui est de la démocratie, c'est le même son de cloche, indique Thierno Alassane Sall, qui s'indigne des propos récents du Premier ministre sur la liberté d'expression. Ça, c'est l'envers de la démocratie et de notre Constitution qui garantit la liberté d'expression. Et eux-mêmes, ils ont dit que nous sommes prêts et nous devons être prêts à mourir si on nous empêche notre liberté d'expression. C'est pourquoi ceux qui sont morts dans les événements sont des combattants de la liberté. C'est ce qu'il a dit. Comment peut-il après dire que nous garantissons la liberté d'expression, mais nous ne garantissons pas la liberté après l'expression? Le leader du parti République des Valeurs appelle ainsi les nouvelles autorités à relever tous ces défis et à éviter de faire la diversion dans des sujets qui ne vont pas avancer le pays. Par ailleurs, il se dit prêt à débattre avec Ousmane Sonko partout où il voudra et dans n'importe quelle langue. Et puis les réactions sur la mise en accusation de l'ancien président Macky Sall se poursuivent. Pour Ibrahim Ahmedou Dème, il y a une précipitation dans la démarche. Il précise que le délit de haute trahison n'est pas défini par la loi, suivant ses explications. J'estime qu'il y a eu une précipitation qui n'est pas de nature à faciliter cette mise en accusation, dans la mesure où le président de la République, au regard de la Constitution, ne peut être poursuivi que pour haute trahison. Nous savons tous que le délit ou l'infraction de haute trahison n'est pas définie par la loi. C'est une première difficulté. Il n'y a pas de peine légale d'autre part. Il y a aussi des difficultés par rapport à la procédure à suivre. La jurisprudence nous renseigne que les faits de haute trahison constituent une violation à la fois grave et délibérée de la Constitution. Donc c'est par rapport à des considérations tenant à l'intégrité du territoire, tenant à une trahison par rapport au serment du président, au respect de son serment, mais pas pour des gestions de fonds publics qui sont importantes, mais pour lesquelles le président de la République, au regard de la loi, ne peut être poursuivi. Les démarches ont été entreprises pour réconcilier Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Sanou John, responsable politique, affirme en être l'initiateur et révèle que des discussions ont eu lieu en présence des membres de Yewwi Askan Wi. Mais selon l'ancien député, les dernières sorties du leader de Taxawu Sénégal ont freiné l'initiative. Pour moi, personnellement, en tant qu'adulte majeur aussi, mon droit par rapport avec les Malikébé et d'autres aussi, on avait pris l'initiative de la réconciliation. Mais c'est quelque chose qu'on démarchait en douce. Mais malheureusement, les dernières sorties de Khalifa par rapport au FDR et par rapport à Hassan Diouf aussi, a tout mis à terre. Mais c'est regrettable pour nous. Il y a certains responsables avec qui je parlais, mais pas avec Ousmane Sonko. Je n'en ai jamais parlé à Ousmane Sonko, mais j'en parlais avec tous les gens qui gravitaient autour de Pastef, de Yewwi Askan Wi, des gens qui avaient cette même ambition. Donc malheureusement, c'est tombé à l'eau, mais on garde toujours espoir. J'ai arrêté les démarches, je me suis consacré à moi-même pour accompagner actuellement Ousmane Sonko, Diomaye, dans le cadre de ce programme. Et c'est là où je vous invite, vous aussi, journalistes, à accompagner le projet et de ne pas prendre ces jeunes-là comme boucliers, des jeunes immatures, irresponsables, des jeunes qu'on prenne comme des boucliers. À présent, allons à Joal où les pêcheurs sont en désaccord avec le ministre de tutelle sur l'interdiction des monofilaments, une situation qui met à l'arrêt leurs activités. Ils invitent les autorités à revenir sur leur décision au risque d'organiser une marche nationale avec les pêcheurs de Cap Skirring et de Saint-Louis. Les pêcheurs de Joal sont très remontés contre le ministre de la Pêche sur l'interdiction du monofilament, une situation qui met à l'arrêt leurs activités. Nous avons sorti pour manifester notre mécontent dans la dernière sortie ministérielle. Dans la dernière sortie ministérielle qui a dit que
Les monofilament, on avait interdit depuis 2015. Nous ne sommes pas d'accord avec le ministre. Elle a dit que le monofilament a fait des impacts négatifs dans l'environnement. Nous voulons démontrer le contraire que ce que le ministre a fait. Parce que le monofilament ne fait pas des impacts négatifs dans l'environnement. Ces pêcheurs sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ainsi, ils n'excluent pas d'organiser une marche nationale. Oui, nous sommes déterminés à lutter jusqu'au bout. Nous sommes tous déterminés à lutter jusqu'au bout. Parce que si tu vois, d'ici Saint-Louis jusqu'à Cap Skirring, plus de 95% des pêcheurs pêchent avec le monofilament. Maintenant, si le ministre interdit le monofilament, de quoi il nous donne? C'est ça qui est le problème qui se pose. Nous ne sommes pas d'accord pour interdire le monofilament. Parce que nous pêchons seulement avec le monofilament. À Joal, les pêcheurs invitent les autorités à revoir cette décision et n'excluent pas de faire face à cette situation, quoi qu'il arrive. Du foncier communal à Nguidil a fait l'objet de vives critiques. Le maire et son équipe sont pointés du doigt par la section communale de Pastef qui dénonce un manque de transparence et appelle la Cour des comptes à intervenir. Une situation qui alimente la confusion et suscite l'inquiétude chez les populations. Nous, Pastef, les patriotes de la commune de Nguidil, foncier Nguidil, de la commune de Nguidil, nous dénonçons les dérives de la gestion foncière de la commune de ladite localité. On a le droit de contester. Même les chefs de village dénoncent cette mauvaise gestion. On invite la Cour des comptes à venir faire l'audit de ce litige foncier. Et si la Cour valide, on reste républicain. Par contre, si c'est le sens contraire, on ira jusqu'au bout. Commune de Nguidil luñ fi ragal wax ak lo xamne buñ ko gisé duñ ci dur baram da fay nekkul. Tout ce qu'on doit révéler dans cette commune, on va le faire parce que c'est le développement de la commune de Nguidil qui nous intéresse. Avec un budget de 1,2 milliard, l'équipe municipale doit faire une analyse durant ces 3 années. On va dénoncer, on va révéler toutes les informations parce que le développement de Nguidil nous préoccupe. Et désormais, ñu wax ni ñom nañ xolaat seen taxaway xol seen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition, c'est à 0h. Bonne soirée sur CTV.